La communication dans le monde du digital se développe à travers différents filtres ou différents outils. Et parmi ces outils, il y en a un qui continue de se développer, de séduire, de toucher le grand public. Il s'agit du blog. Alors pour aborder cette thématique du blog comme outil de communication, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Aline Izzo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc blogueuse et fondatrice de Black Swan, l'agence Black Swan. Sylvain Nicolet, bonjour également. Bonjour. Donc vous êtes vlogueur voyageur. C'est une belle appellation, ça. Voilà, je fais des vidéos en ligne, donc avec mon site internet où je voyage. Je propose aux gens en fait d'influencer mes aventures, de voyager en direct avec du contenu vidéo principalement. Donc on en parlera tout à l'heure. C'est le site Suisse-moi, le blog Suisse-moi. Et Mister Emma, qui est blogueur et chroniqueur. Bonjour. Bonjour. Alors également, nous parlerons un petit peu de votre univers. Ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans cette aventure du blog. 10 ans, effectivement. Plus de 10 ans. On Oui. peut dire que vous êtes le grand-papa presque, malgré votre jeune âge. C'est ça, malgré c'est votre ça. jeune âge. Alors tout d'abord, qu'est-ce que finalement cet outil, le blog, il a changé pour vous dans la manière de communiquer, Aline Izzo, À titre personnel ou en général? en général? Je pense qu'il a offert à des particuliers qui n'avaient pas de gros moyens personnels. Alors, il n'y a pas que le blog, il y a le web, essentiellement. Mais le blog sur le web a permis à des gens et des particuliers comme moi, comme mes acolytes de ce soir, finalement, de devenir des personnalités, des marques, de favoriser leur promotion personnelle, la promotion d'idées, que ce soit à travers l'écrit, la vidéo ou tout autre moyen. Donc, je pense que c'est surtout un gain de visibilité qui n'était pas possible avant avec les moyens qu'on avait en tant que particulier. Et vous, Mister Emma, en termes de communication, le blog, qu'est-ce qu'il vous a apporté? C'est très important, c'est-à-dire que moi, je suis sur Internet parce qu'au départ, le projet que je voulais faire était pour la télévision. La télévision a dit non. Et donc, avec un ami, on s'est dit qu'est-ce qu'on va en faire. On est à l'époque en 2003. On s'est dit les vidéos commençaient à faire leur apparition sur le net, mais vous voyez, c'était des écrans qui faisaient environ 7 cm avec des pixels qui étaient tout aussi grands. On se dit, on va les mettre sur Internet. Et voilà, ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et donc, mon site, mon blog est plus un centre d'expérimentation qu'autre chose, parce qu'entre-temps, j'ai vu l'apparition de YouTube, de Dailymotion, de Facebook, de MySpace, etc. Et vous, Sylvain Nicolet, alors il a une notion participative, votre blog. Donc vous communiquez, vous faites venir les gens dans votre univers. Le blog, c'est vraiment, je trouve, moi, la démocratisation d'un moyen de communication. Donc moi, j'ai les réseaux sociaux, bien sûr, où les gens peuvent me proposer des défis, des rencontres, des activités. Et mon blog, c'est là où est centralisé l'ensemble de ces réseaux, c'est là aussi est centralisée toute ma communication. Et puis, c'est la possibilité dont tout à chacun de créer une interface vraiment de manière très simple. Donc c'est ça les blogs, ça a vraiment permis à tout le monde de créer une plateforme de communication. Alors pour mieux comprendre peut-être votre univers, on va regarder une petite vidéo, on va lancer une petite vidéo pour comprendre le fonctionnement de ce blog qui s'appelle Suisse-moi et qui permet de voyager. Voilà, prochaine aventure, c'est Suisse-moi, Saint-Mexique. 3 mois de road trip au départ de Tijuana. J'achète une voiture et ensuite, ça va être les internautes qui vont définir l'aventure. Donc, ils se retrouvent sur Facebook, ils se retrouvent sur les différents réseaux. Ils me proposent du contenu. C'est un peu voté sur les internautes. Et heureusement, c'est encore moi qui choisis. Et donc, après, qui diffuse les vidéos de défis, mes itinéraires. Par exemple, là, on va voir au Togo de la lutte traditionnelle togolaise qui m'a été proposée par un internaute. Et ensuite, un stand de dégustation de cénovis sur un marché à Lomé. Ah, original ça. Donc là, j'ai eu une matinée d'initiation. Voilà, bien sûr, c'est du montage vidéo, donc je me suis fait battre avant et c'est moi qui ai choisi le moment là où je fais tomber l'adversaire. Donc pour moi, le blog, c'est aussi une manière de pouvoir aller au-delà de simples voyages, vraiment faire de l'aventure en allant tester au niveau culturel des activités dans les pays. Et puis le blog, c'est une excuse justement pour aller au-delà, de dire aux gens, voilà, je peux donner de la visibilité à certaines choses. C'est vrai qu'en tant que blanc, faire de la lutte traditionnelle togolaise, je ne sais même pas si avant moi il y en avait qui avaient eu l'occasion de le faire. C'est toute une cérémonie. J'ai fait aussi par exemple du check-up vaudou. J'étais chercher un crocodile sacré dans des endroits perdus au milieu du Togo. Et tout ça donc proposé par les internautes. Et qui sont les personnes qui vous suivent dans cette aventure? Parce que déjà dès le départ, vous aviez ciblé un public précis ou pas du tout? Donc mon public, c'est le public francophone. Après, je remarque que à chaque fois que je pars en voyage, je suis déjà allé au Maroc, au Togo, les gens de ces différents pays me suivent. Après, c'est principalement des gens de France et de Suisse.
Donc voilà, n'importe qui me propose des défis, autant des gens que je connais que d'autres que je connais pas. J'ai eu pas mal de passages dans la presse, donc du coup j'ai pas mal élargi le réseau de base de mes simples connaissances. Donc là, c'est la dégustation Cénovis, c'est ça? Voilà. Donc là, il faut imaginer le contexte, hein. J'arrive dans un marché à Lomé, il fallait déjà trouver un emplacement. Les gens ils voient un blanc qui offre un truc gratuit, ils disent mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il vient nous filer? Est-ce qu'il y a des médicaments dedans? Il y a du Cénovis, effectivement. Et bon, en plus le Cénovis c'est un produit particulier à la Suisse. Regardez sa tête. Elle aime pas. Donc les femmes qui n'aiment pas au Togo, elles jettent pas la nourriture par terre, hein, c'est le respect pour la nourriture, elles vont donner à leur enfant qui est dans leur dos en général. Voilà, donc on comprend bien votre univers. Aline Iso, vous avez une expérience de blog avec la Vaudoise, si on ose mentionner. Vous pouvez nous parler de cette expérience? Oui, c'est une expérience unique et vous comprendrez en regardant la vidéo pourquoi. D'habitude, je suis plutôt dans l'écrit. Là, j'avais fait une vidéo parce que l'occasion s'était présentée d'aller animer les 20 km de Lausanne. Je pense qu'il faut un caractère aussi particulier pour faire de la vidéo. Moi, je suis vraiment concentrée sur la partie écriture. Je n'ai pas la capacité de me mettre en scène. Je ne suis pas du tout à l'aise quand il s'agit de se mettre soi, de créer un personnage. Parce que finalement, c'est ça, jouer un personnage. Et je n'arrive pas du tout à faire cet exercice-là. Par contre, dans les blogs que j'anime moi, qui sont des blogs écrits, je peux interpréter plein de personnages différents. Celui-là, c'est un cas spécial, on va dire. Un cas spécial, on va regarder. C'est un collector. Et voilà, c'est parti sur le départ de cette 30e édition des 20 km de Lausanne avec derrière moi les filles qui courent. Pour cette 30e édition, placée sous le thème du cirque, Lausanne devient un chapiteau géant avec les Sharks qui sont juste ici à côté de moi. La fameuse casquette de la Vaudoise Assurance. Vous êtes en direct sur le site Vaudoise On Tour. Ça fait de la Merci peine, d'être avec nous. Ouais, c'est oui, parti, 20 km Très de sportif Lausanne. en tout cas. Et voilà, on est devant la tente de la Vaudoise de ces 20 km de Lausanne en ce magnifique Ce qu'il faut 30 peut-être dire, c'est que avril. la difficulté Derrière sur moi, cet des exercice-là, bancs c'est et que des j'étais tables pour en accueillir la représentation pasta pour la partie de ce Vaudoise, soir, donc mais j'étais pas surtout moi-même. les Hein. fameuses Voilà, j'étais pas là pour casquettes et représenter une Aline vraie Iso, caverne j'étais là pour d'Alibaba. représenter la Vaudoise Assurance. Je pense que c'est un exercice qui allait assez bien parce que du coup le brief était posé, j'avais pas besoin d'inventer quelque chose et de créer quelque chose. Je devais correspondre à certaines valeurs et j'étais plus mandatée à ce moment-là par une société qu'en mon nom propre. C'est pour ça que je pense aussi qu'en mon nom propre, je n'aurais jamais fait des vidéos comme Sylvain ose le faire ou comme Mister Emma. Mais Sylvain, c'est vrai que c'est assez particulier. Mais c'est peut-être une question d'âge. Enfin, moi, je suis beaucoup plus vieille aussi. Nous, on a le grand-papa du blog, C'est vrai. Mister Emma. Alors vous, en 2003, vous avez démarré cette aventure. On va regarder également quelques images de votre univers. Vous, l'idée de base, c'était quoi? L'idée de base, c'est qu'en 1999 pour les Français, je produis une émission pour Arte, où je mets Lolo Ferrari à l'antenne. Et dans cette émission, on diffuse des vidéos d'un artiste new-yorkais qui s'appelle Nelson Sullivan. Si vous allez sur Internet, vous allez voir son œuvre. Et ce type, en fait, dans les années 80, a retourné une caméra vers lui et s'est filmé. Il a filmé sa vie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui partout chez les jeunes vlogueurs. Et c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui le selfie, mais bon, à l'époque, le mot n'existait pas encore. Et donc, je trouve ça très intéressant et je décide je trouve ça très intéressant parce que ça me rend autonome, ça rend la production autonome. Et je trouvais ça très intéressant. Et donc, du coup, j'invente un concept, j'invente une sorte de journaliste fouineur qui se filme en compagnie de ses amis people. Donc, je prends une petite caméra, je la retourne et je me filme en compagnie de people que je rencontre. Et donc, c'est chaque fois des rencontres avec un ton qui est le mien, donc qui est plutôt décalé. Alors, on s'imagine quand même en 2003, tout le monde arrive avec la bonne grosse caméra de la télévision. Et moi, je suis avec ma petite caméra. Les people me regardent, se demandent si vraiment c'est sérieux, si je ne fais pas ça pour moi, pour ma vidéo personnelle. J'étais vraiment perçu comme un extraterrestre. Aujourd'hui... Voilà, tout le monde fait ça, mais on peut voir, j'ai fait une petite vidéo lors de la première journée du Swiss Web Programme Festival et avec Bastian Becker, et donc on peut voir le ton en tout cas. Hey. Comment vas-tu? Bien, et toi? C'est quoi ce nouveau chapeau? C'est le décor suisse? Je sais pas, j'ai acheté ça aujourd'hui. Oui. ID.com, une marque suisse, la classe. Je peux l'essayer? Tu veux? Tiens. C'était juste pour qu'on te voit sans... Regarde, j'ai les cheveux.
tirer en arrière. Mm. Ça te va bien? Tu devrais passer faire un tour au magasin. Oui. Bon alors, première interview d'après The Voice Belgique. Qu'est-ce Oui. que ça te fait de ne plus être coach? Écoute, ça me fait de ne plus être coach, c'est spécial. Je souhaite bien sûr bonne chance à tous les autres coachs. Je suis désolé, BJ, de ne pas faire partie de. Mais de comment ça se l'aventure. fait que tu n'es pas là? La RTB t'a dit on ne veut plus de Non, toi. écoute, ça a été beaucoup moins dramatique que ça. C'était un problème de planning. Déjà l'année passée, était très très chaud à gérer pour moi et le fait de faire des allers-retours, c'était pesant. Et puis voilà, j'ai adoré l'expérience, je le clame haut et fort. Tu sais que ça va devenir nettement moins sexy sans toi. Hein. Et Natacha. Oui, bien sûr, puisque Natacha et moi étions connus pour être le couple de feu de cette Oui, émission. Voilà. c'est sûr. Alors, je t'ai vu chanter avec des choristes. Oui. Il y a une internaute qui m'a demandé si je voulais bien faire un duo avec toi. Alors, je vais tester un peu ma voix et tu vas me dire si on peut faire un duo. Alors, je te propose de chanter du Nana Mouskouri parce que c'est la seule chanson que je connais. Ne ruine pas ma journée. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne ruine pas ma journée. Tu ne veux pas que je chante? Tiens la caméra. Oui, bien sûr. Regardez. Ça, c'est chez moi. C'est beau, hein? Quand est-ce qu'on va voir ton appartement? J'ai pas d'appartement. Ta maison. Par contre, j'ai entendu dire que toi, t'en fais un bientôt. Oui, Ouais? tout à fait. Tu veux m'en parler? Oui, tu veux venir le 8 novembre faire une rencontre avec tes fans dans mon appartement? Alors, on a bien vu et Voilà. compris le ton. Alors, c'est intéressant, vous parliez tout à l'heure de cette notion de crédibilité. Alors, justement, quand on arrive un peu comme ça à la fraîche, est-ce que cette notion de crédibilité, elle est dure à faire passer auprès d'un artiste? Je suppose qu'il y en a certains qui ne jouent pas le jeu. Comment ça se passe pour vous, mais aussi peut-être pour les autres personnes? C'est effectivement très compliqué. Donc, c'est-à-dire que moi, je dirais qu'il y a des bons et des mauvais clients. Donc, il y a des people qui ont envie de s'amuser. Et donc, du coup, la vidéo devient très drôle, devient intéressante, etc. Et puis, on a d'autres qui sont en fait saoulés d'essayer d'être drôles. Et donc, en fait, ça fonctionne moins bien. Donc, effectivement, sur les 400, 500 vidéos que j'ai faites, il y en a qui sont bien évidemment plus intéressantes que d'autres. Voilà, maintenant, il y a le ton aussi qu'il faut accepter. J'essaye par exemple d'embrasser toutes les personnalités que j'interviewe. Donc je leur demande de me faire un baiser de cinéma. Alors chaque fois c'est intéressant de voir comment elles réagissent. Mais vu que tout le monde peut s'essayer au blog, là aussi il n'y a pas de filtre, hein, tout le monde peut lancer son propre blog. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la masse alors à ce moment-là? Ça rejoint aussi cette notion de crédibilité, mais plutôt pour le blogueur à ce moment-là. Je pense qu'au départ, c'est pas vraiment calculé, on se lance parce qu'on a un projet, une envie, un intérêt particulier, et puis finalement c'est des choses, on en parlait tout à l'heure les trois ensemble, on expérimente et on se découvre aussi au fil de ce qu'on fait, de ce que les gens nous renvoient, de ce qu'on voit que les autres font et qu'on n'a pas forcément envie d'imiter ou de faire. Et finalement, souvent, c'est un intérêt de base. J'ai beaucoup de copines qui bloguent, elles bloguent sur la cuisine, elles bloguent sur leurs enfants. Enfin, moi, j'ai commencé en bloguant sur un truc qui s'appelait les Journées mondiales de l'absurde. Je m'étais énervée un jour sur le fait qu'il y avait une journée mondiale sur à peu près tout. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire 365 journées mondiales complètement débiles, les abricots du Valais, la fellation, l'incontinence. Puis ça a commencé comme ça, et ça a surtout été un exercice finalement d'écriture, de voir quel était mon style, ce que j'aimais bien, comment c'était perçu, quelles étaient les journées qui marchaient bien. Évidemment, celle sur le sexe marchait particulièrement bien. Voilà. Surprise. Quelle grande surprise. Et puis après, je m'en suis servi comme outil de travail. Donc j'avais une sorte de schizophrénie entre un blog qui était très personnel, avec un ton très personnel aussi et des sujets plutôt équivoques. Et puis à côté de ça, j'avais un blog dans Bilan, qui est un magazine extrêmement sérieux, qui est la référence de l'économie suisse romande. Et au début, je me suis dit, ça va peut-être poser un problème. Il y a même des gens qui m'ont dit, oh là là, maintenant que tu blogues dans Bilan, tu peux plus laisser en ligne tes journées mondiales de l'absurde. Et finalement, les gens arrivent très bien à faire cohabiter les deux à partir du moment où on est aussi sérieux et régulier et consciencieux dans l'un que dans l'autre. Donc je me suis aussi rendu compte qu'il n'y avait pas... C'était plus des barrières qu'on se mettait nous, finalement, d'a priori qu'on a comme monsieur qui embrasse les gens ou qui a un ton particulier. Ça peut déplaire à certaines personnes. Il y a des gens qui le feront de toute façon pas. Mais finalement, on compose avec ce qu'on est. Donc c'est une question de caractère. Je n'irai pas faire de la lutte au Togo.
mais ça lui correspond très bien et c'est pour ça que ça marche aussi. Je pense que c'est une démarche qui est avant tout sincère, qui marche avec les internautes. C'est comme ça que vous avez démarré votre aventure, sans vous poser trop de questions, la fleur au fusil, et puis vous êtes parti. Je suppose qu'il y en a beaucoup qui partent en voyage et qui se filment comme ça. Mais il faut aussi amener quelque chose en plus, peut-être. Voilà, moi je faisais déjà un peu des vidéos de voyage, etc., ou d'autres vidéos au niveau plus professionnel. Mais là, c'était vraiment essayer de trouver un concept qui soit créatif, qui peut intéresser les gens, mettre en avant un peu ce qu'on sait faire. Donc, je pense comme Mister Emma, avec un ton un peu décalé pour moi, le nom aussi, ça a du sens de ce côté-là. Ensuite, j'ai fait simplement un communiqué de presse et puis j'ai vu qu'il y avait aussi de l'intérêt de la part de la presse d'en parler et puis de découvrir ces nouveaux moyens de communication et ces nouveaux blogs. Et est-ce qu'il y a des règles de base à respecter quand on démarre un blog pour éviter des pièges ou d'être à côté de la plaque? Ou pas du tout? Mais je pense justement pas. Il faut faire quelque chose, d'essayer peut-être de faire des choses et après de faire des erreurs, de les modifier et puis faire quelque chose qui colle à ce qu'on aime faire. Je pense que c'est ça le plus important. Et puis, je pense que dans les règles, après, c'est les mêmes règles que dans la vie courante. C'est-à-dire que quand il y a des gens qui vous félicitent ou qui vous proposent des choses ou qui vous critiquent, il faut savoir encaisser les critiques, il faut savoir répondre aux commentaires positifs, remercier ceux qui vous suivent. Finalement, c'est le même. Enfin, c'est ce que je dis souvent. On se comporte online comme on se comporte dans la vraie vie. Donc, c'est beaucoup du personnel branding, comme on dit, mais c'est pas que ça. C'est aussi, finalement, on est la communauté qui nous suit, c'est elle qui nous fait. Donc on lui doit aussi des égards, on lui doit une certaine constance dans ce qu'on fait. Moi, il y a aussi eu des fois où j'ai demandé l'avis de certaines personnes, mais du coup, je l'ai pris en considération. Enfin, on ne peut pas simplement prendre et rien donner. Je pense qu'il faut aussi respecter les gens qu'on a en face et puis interagir avec eux. Ce n'est pas que du participatif qui nous nourrit nous, mais ça doit aussi les nourrir eux à un moment donné. Il faut surtout, je pense, avoir du respect pour sa communauté, créer une communauté et communiquer avec cette communauté. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2014, c'est vraiment ça qui est important. C'est d'essayer, c'est en tout cas ce que vous apprend YouTube, Facebook, Twitter, c'est de se constituer une communauté pour qu'elle vous suive. J'étais dernièrement suivre une convention de YouTubers à Milan et c'était vraiment ça, c'était fascinant. Ces gens ont 20 ans ou 16 ans ou 25 ans et ils en ont rien à faire de tout ce qui pourrait intéresser un artiste normal, donc c'est-à-dire par exemple un journaliste. Ça ne leur parle pas. C'est pas la presse qui a fait leur monde, c'est uniquement leur public. Et donc, ils n'ont besoin que de communiquer et d'être en communion avec leur public. C'est tout. Le journaliste, il s'en fout quelque part. Vous pensez que ce filtre journalistique, quelque part, il n'intéresse plus peut-être les générations futures? C'est un peu ce qui est sous-jacent derrière votre réflexion? Dans ce que j'ai vu là, oui. Maintenant, je suis également chaque année, je vais au Festival de Cannes. Et bon, vous savez qu'au Festival de Cannes, il y a ces fameux escaliers avec ce tapis rouge. Il y a sur les bords plein de journalistes qui sont là, en train de prendre des photos. Moi, je suis intimement convaincu que dans, j'en sais rien, je peux citer un chiffre de 5 à 10 ans, ces photographes n'ont plus lieu d'être. Pourquoi ? Parce qu'il est beaucoup plus intéressant pour un fan, comme pour un média d'aujourd'hui, d'avoir la photo, le selfie pris par Brad Pitt et qu'il a posté directement sur Twitter, que d'avoir la belle photo, mais qui est identique aux 60 autres photographes qui sont juste à côté, de lui en train de montrer les marches. Moi, je pense que pour le fan de Brad Pitt, c'est beaucoup plus intéressant de voir le selfie que d'avoir la photo. Et donc, quelle est encore l'utilité ? Je trouve que la réflexion est intéressante, mais quelle est l'utilité de ces photographes? Et en même temps, moi qui ai un blog, j'ai envie de relayer le fait que Brad Pitt a monté les marches. Je ne peux pas le faire par des photos officielles parce que je vais devoir payer, or je n'ai pas l'argent. Mais en cliquant sur le bouton Embed du Twitter de Brad Pitt, j'aurai la photo et donc je pourrai en parler. Et on est dans le gratuit. Alors, vous parliez de cette notion de communauté. Est-ce qu'on sait rapidement ce que désire la communauté qui tente de nous suivre? Ou ça met du temps, ou ça dépend du blog que l'on crée? Le sexe? Pour moi, je trouve assez facile, vu qu'ils me proposent directement le contenu. Donc c'est vrai, je leur ouvre la porte en leur disant, mais maintenant, on voyage au Mexique, c'est à toi de définir le contenu, quel défi, quelles choses tu veux que je réalise. Donc je reçois directement des feedbacks et c'est ça qui va créer mon voyage.
Donc c'est vraiment l'idée de faire un partage entre mon voyage, j'aurais pu partir seul, etc. Ou maintenant je partage avec les internautes et c'est eux qui créent le contenu de mon voyage. Donc ils font aussi énormément de recherches sur du contenu créatif ou des itinéraires, des endroits intéressants à aller visiter. Ça me permet aussi du coup de passer outre les guides touristiques, de passer outre les endroits connus, puis d'essayer de trouver des endroits que seuls les Mexicains connaissent ou que des amis qui connaissent des Mexicains vont leur donner comme information. Et vous, Alinizo, aussi, par rapport à cet outil du blog, est-ce que vous avez senti très rapidement ce que voulait la communauté ou que vous essayez de toucher? Pour être très honnête, dans ma démarche de départ, j'en avais pas grand-chose à faire de ce que pouvait être l'avis des gens. C'était simplement de dire, ok, moi j'ai envie de dire certaines choses et si ça plaît, tant mieux, et si ça plaît pas, tant pis. Je réunis aussi bien, je pense, des gens aujourd'hui, parce qu'on a l'avantage de pouvoir analyser pas mal de données et de chiffres, et Bilan fait ça très bien, nous renvoie un relevé périodique de nos statistiques. Et je suis à peu près persuadée que dans le tas, il y a autant de gens qui détestent ce que je fais que de gens qui aiment ce que je fais. Alors ceux qui aiment commentent, ceux qui détestent généralement se taisent. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça veut dire que le ton que j'amène ou le fond de ce que j'amène est différent de ce qu'ils peuvent trouver ailleurs. Donc tant que j'ai à peu près ces chiffres-là et ce retour-là, je ne vais absolument pas changer. Et de toute façon, je serais incapable de changer. Je veux dire, si ce que j'ai fait aujourd'hui et depuis 6 ans n'avait pas marché, je n'aurais pas pu faire autre chose. Ça n'aurait pas correspondu à qui j'étais. Après, vous allez à des conférences où on vous dit ouais, faut regarder ce que les gens veulent puis essayer de vous adapter. Vous pouvez vous adapter tant que ça vous correspond. On ne peut pas faire quelque chose qui nous est complètement étranger. Donc moi, j'ai vu que d'être ce que j'étais, c'était ce que les gens venaient chercher. À partir de là, je pense qu'on a aussi une communauté qui nous ressemble. De la même façon qu'on a des amis et des relations avec qui on s'entend bien et qu'il y a des gens avec qui on n'ira jamais frayer ou le contact ne passe pas du tout. Finalement, la communauté virtuelle, elle est exactement similaire. Il y a des groupes dans lesquels vous ne vous intégrez pas et d'autres, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour que ça fonctionne. Et je pense que le blog, c'est quelque chose où soit vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour que ça fonctionne, soit vous n'êtes pas fait pour ça ou vous n'avez pas encore trouvé votre voie. Et est-ce qu'on peut vivre de son blog aujourd'hui, Mister Emma? Vous en vivez? Non, pas du tout. En 10 ans, je n'ai jamais réussi à gagner de l'argent sur MrEmma.com, mais pour moi, c'est une fabuleuse carte de visite. C'est de là, en fait, que partent toutes mes relations et tous les autres contrats que j'ai à côté. Donc, effectivement, vous avez reçu au début du festival Victoria Montfort. Je trouve ça très intéressant de voir comment, aujourd'hui, on peut vivre avec des marques. Mais bon, il faut faire un certain type de produit qui n'est peut-être pas le nôtre. Donc oui, des gens vivent bien évidemment. Je rappelle quand même qu'une vidéo sur YouTube, c'est, je parle en euros, 1 euro pour 1000 clics, pour 1000 vues. Vous faites 40 000 vues, ce qui est déjà pas mal. Ça ne vous fait toujours dans votre poche que 40 euros. Hein. Donc tout le monde n'est pas Norman qui fait 6 millions de vues par vidéo et donc 6 000 euros. Donc voilà, il faut quand même remettre. Et 6 000 euros, vous imaginez qu'un réalisateur d'un film fait 6 millions d'entrées en France, et c'est le best de l'année, mais lui, il ne gagne pas 6 000 euros, il en gagne beaucoup plus. Hein. Et vous, Sylvain Nicolier, alors c'est peut-être une autre démarche, parce que vous demandez aux gens de participer à vous lancer des défis. Est-ce que ça fait diminuer le coût de votre voyage par le biais de partenaires ou... Ouais, c'est vrai que moi je me suis lancé dans cette nouvelle aventure. J'ai pas l'envie de me financer de manière annuelle, c'est-à-dire de payer vraiment une vie où je ferais du voyage et des très reportages de voyage toute l'année. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, c'est dans un premier temps de réduire mes coûts de voyage, voire d'avoir carrément mes voyages entièrement payés. Je suis dans des différents concours, notamment avec la RTS, pour voir si ce ne serait pas une web-série de la RTS l'année prochaine. Donc je regarde quand même pour financer complètement Suisse-moi, avec peut-être aussi un salaire, mais pas de manière annuelle. Moi, ça resterait quelque chose quelques mois par année. Vraiment quelque chose de ponctuel. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, j'espère, parce qu'il y a un micro qui va pouvoir se balader. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, le micro se balade, mais il n'y a pas de main qui se lève. Il n'y a pas de main qui se lève. Est-ce qu'on arrive facilement à rentabiliser un blog, que ce soit un blog comme l'autre, parce que vous passez du temps en voyageant, en mettant des choses, en postant des vidéos. Est-ce qu'on arrive facilement à rentabiliser un blog et l'énergie qu'on investit dans son blog? Ou ça, on n'y pense même pas?
Moi, je sais pas, un peu comme Sylvain, c'est pas spécialement le but, c'est de faire des choses, de proposer des choses. Et moi, je pense qu'il y a effectivement des opportunités alors qui s'ouvrent suite à la création du blog où, voilà, on peut écrire des articles, je suis sollicité pour animer des conférences ou des choses comme ça, ou je produis et présente une émission sur l'architecture sur la télévision belge. Mais tout ça est venu, je veux dire, grâce au blog. Aline Iso, la même chose? Moi, je pense que j'ai encore un avantage qui est un peu différent de ceux qui font de la vidéo, c'est que comme je fais que de l'écrit, ça me prend le temps de l'écriture. Comme l'écriture a toujours été d'une façon ou d'une autre mon métier, ça me prend très peu de temps. Donc moi, j'ai un taux de rentabilité qui est relativement exceptionnel, que ce soit au niveau de la promotion que ça m'a apporté. Si on parle de couverture média, voilà, ça m'a apporté une couverture média que j'aurais évidemment jamais pu m'offrir. Du coup, ça m'a apporté beaucoup de clients pour mon entreprise. Donc ça faisait de la prospection, ce qui fait que la plupart des clients que j'ai eus venaient parce qu'ils avaient à un moment ou un autre entendu parler de moi. Ça s'est auto-alimenté. J'ai fait ce blog, ça m'a amené de la visibilité. Du coup, on m'a invité à des conférences qui m'a amené de la visibilité et de la crédibilité. Et du coup, j'ai eu des clients, ce qui a participé de ma crédibilité. Et puis finalement, ce blog, il me prenait 15 minutes. Alors celui des Journées mondiales, c'était 15 minutes tous les soirs. Et puis le bilan, il me prend 25 minutes une fois par semaine, ce qui est donc extrêmement rentable. La Vaudoise, le blog que je faisais avec eux, il était payé et très bien payé. J'avais une liberté totale de ton. J'ai jamais été soumise à une marque ou à des produits qui me demandaient d'écrire telle et telle chose. Enfin, moi, je pense que je suis un modèle économique relativement unique. Mais en plus, c'était vraiment pas l'objectif, donc je vis assez bien avec ça. Voilà. On pense rentabiliser en termes financiers, mais c'est vrai que pour moi, c'est plutôt rentabiliser en termes d'investissement de temps par rapport au plaisir que ça me procure, l'expérience que je vais pouvoir vivre à l'étranger, les aventures que ça procure. Et puis en même temps, c'est vrai que on gagne en visibilité. Du coup, on me propose des projets vidéo aussi à droite à gauche et d'autres choses. Donc non, moi je trouve que c'est rentable, mais pas en termes financiers. Alors pour terminer très rapidement... On peut faire des produits dérivés aussi. Je pense que Sylvain vend ses t-shirts Suisse Moi. S'il le porte sur lui, je suppose que sur son blog, on doit pouvoir cliquer. Oui, il y a un livre, vous avez un livre, effectivement. Pour un blogueur, c'est assez original, il est là. L'abécédaire du Norfolk. Donc voilà. Oui, dernière question, très rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, grâce au blog, on communique différemment, vous pensez? Moi, je pense que grâce au blog, aujourd'hui, on communique. Tout simplement. Moi, j'ai connu une époque où ça n'existait pas. Voilà, je ne vais pas vous donner mon âge, mais il n'y avait rien. On lançait sa société, on voulait se faire connaître. On n'avait juste aucun moyen, par le courrier des lecteurs qu'on pouvait éventuellement envoyer aux journaux. Donc aujourd'hui, avec le blog, avec le web, encore une fois, parce que ça reste qu'une des applications, des outils possibles, on communique et on a simplement déciloté les passages obligatoires qu'on avait pour devenir quelqu'un et se faire connaître et se rendre compte que finalement on n'était pas les seuls à penser comme on pense. C'était plutôt rare de vous faire inviter en étant monsieur personne sur un plateau télé, à part pour des jeux ou des choses anecdotiques. Mais aujourd'hui, on en est la preuve les trois à un niveau qui n'est pas celui effectivement de Norman. Mais n'importe qui a une bonne idée, qui a de la créativité, qui a du temps, peut devenir une personnalité. Donc oui, ça a changé complètement la façon dont on communique. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à ça, on communique simplement ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Avant, on était spectateur de choses qui se produisaient. On avalait les photos qu'on nous envoyait et qu'on nous distribuait. Aujourd'hui, on peut aller chercher les photos qu'on veut, nous, sans filtre, justement, ou avec des filtres qui sont proposés par Instagram, mais ça reste des filtres bien définis. Et voilà. Alors, très rapidement, Sylvain Nicolier, vous pensez qu'on communique, point, grâce au blog? En fait, chacun peut choisir son mode de communication, son format, est-ce qu'il va faire des photos, des gifs animés, de la vidéo, quoi. Chacun a la possibilité de le faire de sa manière. C'est vrai que du coup, on n'est plus dépendant de médias traditionnels. Chacun peut devenir un communicant comme il le souhaite. Et pour terminer, Mister Emma, partagez cette vision. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la communication est à la portée de tous. Tout le monde peut donner son avis également. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. On vous souhaite plein succès avec vos blogs et vos aventures respectives. Merci. Merci. Merci beaucoup. On peut les applaudir, effectivement.
Je vous propose une petite pause au soleil sans partir trop loin, hein, sinon vous ne reviendrez plus. À 16h tout à l'heure, la présentation du site et du blog Chic Overdose par Ksenia Choumicheva. À tout à l'heure.